connaissez cette sensation quand vous venez d'acheter une nouvelle voiture? La boule au ventre, l'excitation d'avoir quelque chose de nouveau? Vous êtes heureux de découvrir toutes ces nouvelles odeurs, le toucher des sièges, et puis là d'un coup, la panne. Tout d'un coup c'est le stress, et plein de questions vous traversent l'esprit. Pourquoi moi? Comment je vais aller travailler? Et combien ça va me coûter encore? Après quelques minutes, vous reprenez vos esprits et tentez de trouver une solution. Mais une question vous reste. Est-ce que je viens de me faire arnaquer? Vous dites qu'après tout, c'est vrai, on peut pas faire confiance aux vendeurs de voitures. Du moins, vous l'avez souvent entendu. Vous savez, cette histoire d'un proche arnaqué par un vendeur peu scrupuleux, mais est-ce la confiance le vrai problème? Aujourd'hui, on va tenter de savoir si vous devriez ou non faire confiance aux vendeurs de voitures. Tout d'abord, la définition de faire confiance selon le dictionnaire Larousse est « c'est s'attendre à ce que ses comportements envers nous soient bienveillants et restent prévisibles ». Si on se base sur cette définition, pour que les comportements de quelqu'un soient prévisibles, il faut connaître cette personne et ou la situation et ses attentes. Donc d'après notre définition, le problème ce serait pas le manque de confiance, mais le manque de compréhension. Et pour mieux comprendre, il faut des connaissances de la part des deux parties, les vendeurs et les acheteurs. Comme nous ne pouvons rien faire pour les vendeurs ici, concentrons-nous sur nous, les acheteurs. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous achetez, ni même sa valeur, mais ce n'est pas de votre faute. Vous vous dites sûrement, soit on est un expert, soit on n'en est pas un. Et vous n'allez pas devenir un expert juste pour acheter une voiture. Mais si c'était beaucoup plus simple que ça. Imaginons pendant 2 minutes que vous décideriez d'acheter une maison. 2 choix s'offrent à vous. 1. Vous décidez de faire appel à une agence, et un agent immobilier se chargera de trouver le bien qui vous convient. Il commencera par vous poser tout un tas de questions sur l'endroit où vous voulez vivre, la distance avec votre travail, la proximité des écoles, si vous préférez la ville ou la campagne. Une fois qu'il situe le lieu, il va vous demander de combien de chambres vous avez besoin, que ce soit dans l'attente d'un bébé ou pour faire un bureau. Si vous désirez un garage, une terrasse, un jardin, une piscine. Ensuite, il passera à vos goûts. Est-ce que vous préférez l'ancien ou le moderne? Les grandes pièces ouvertes ou les pièces fermées? Et comme type de bâtisse, vous êtes plus plein pied, loft, appartement, maison de maître? Et enfin, il s'intéressera à votre budget, clé en main ou avec travaux. Maintenant, plus qu'à attendre. Il vous tiendra au courant quand il aura des biens qui correspondent à vos critères. Une fois qu'il a des biens pour vous, c'est l'heure des visites. Et pour ça, vous êtes bien accompagné. Vous avez à votre côté quelqu'un qui a toutes les informations sur la bâtisse, et les connaissances pour les interpréter s'il a bien fait son travail. Il peut même négocier pour vous le prix avec les vendeurs, pour être sûr que vous ayez ce bien. Maintenant, votre deuxième choix, c'est d'avoir toutes ces informations en tête et de partir à la chasse aux petites annonces. Visitez encore et encore sans perdre de vue vos critères et quels sont les plus importants à vos yeux. Mais là encore, face à vous, il y a un agent qui connaît le bien, et veut le vendre pour toucher sa commission, quitte à faire descendre le prix auprès des vendeurs. Tout ça joue en votre intérêt. Revenons aux voitures maintenant. En comparaison, vous allez voir une voiture qui vous intéresse avec votre garagiste. C'est une bonne idée, mais peut-être pas la meilleure. Je m'explique. Votre garagiste va pouvoir vous dire si votre voiture a besoin de réparation ou non, et lesquelles. Vous n'achèterez donc pas une voiture prête à vous laisser sur le bord de la route. Mais le garagiste ne tient pas en compte vos besoins. Et c'est normal, son job c'est de réparer les voitures. Il est médecin pour les voitures en quelque sorte. Mais dans la plupart des cas, il partira du principe que vous savez déjà ce que vous voulez. Il ne va donc pas prendre en compte vos besoins. Sinon, il deviendrait lui-même un vendeur de voitures. Il utiliserait la méthode du son de casse pour vous parler en fonction de vos besoins et de vos envies. Sachant que contrairement à l'agent immobilier qui défend vos intérêts auprès du vendeur, le vendeur lui défend ses propres intérêts. C'est-à-dire que même le plus honnête des vendeurs doit faire un profit pour vivre. C'est tout à fait compréhensible, parce que si de votre côté vous deviez chaque mois renégocier votre salaire, ça deviendrait vite très frustrant, car personne n'aime perdre de l'argent. Mais pour vous, il est difficile d'imaginer faire confiance à quelqu'un qui est à votre disposition, certes, mais qui sera le plus heureux pour chaque euro de plus que vous dépensez. On revient donc à la même question. Comment faire confiance aux vendeurs de voitures? Il existe aussi des experts qui peuvent être d'une grande aide. En effet, en plus de vérifier l'état du véhicule et les frais à prévoir, ils pourront vous dire si le prix est justifié ou non, en fonction des options, de l'année, du kilométrage et des garanties, et même quelle décote est à prévoir pour les années à venir. Un des problèmes, c'est que ces personnes, le garagiste et l'expert, sont à payer à la prestation. Peu importe que vous décidez d'acheter la voiture ou non. Du coup, combien de voitures êtes-vous prêt à aller voir si vous devez payer un expert ou un garagiste 100 à 300 € par inspection? Revenons donc à notre définition. Et si le problème était le manque de compréhension dû lui-même au manque de connaissances? En tant qu'acheteur, la solution serait donc d'améliorer vos connaissances. Imaginons maintenant à quoi ressemblerait votre recherche de voiture selon le même modèle qu'en immobilier. Vous devez commencer par savoir quels sont vos besoins maintenant et sur la période pendant laquelle vous comptez garder le véhicule. Par exemple, vous changez de véhicule tous les 4 ans en moyenne. Comptez-vous avoir un enfant sur cette période? Partir en vacances en voiture? Quelle distance faites-vous pour aller travailler? Et par semaine? Vivez-vous en ville ou non? Maintenant que vous savez ça, vous pouvez savoir le ou les types de véhicules qui correspondent à vos besoins. Ainsi que la motorisation. Essence, diesel, hybride, électrique, hydrogène. Par exemple, vous habitez dans une maison en périphérie d'une grande ville.
Vous partez en vacances en voiture chaque année, dans le sud, avec votre femme et votre fils de 4 ans. Et vous espérez avoir un deuxième enfant dans les 4 années à venir. Vous parcourez 40 km aller-retour pour aller travailler et 300 km par semaine. Naturellement, vous vous dirigerez plus facilement vers un break ou un SUV diesel, vu que vous parcourez en moyenne 20 000 km par an. Ensuite, faites une liste des marques qui vous plaisent et des modèles qu'ils offrent qui répondent à ces critères. Disons que vous aimez Renault, Audi et Nissan. Maintenant, c'est une affaire de budget. Quels véhicules ont le plus de sens dans votre budget? Il faut tenir en compte le moteur et les taxes associées. A noter que vous pouvez savoir quel moteur vous plaît ou bien est fiable et vers lequel vous comptez vous diriger et ensuite trouver une voiture avec ce critère. Exemple, un 1.9 TDI de Volkswagen que vous pourrez retourner dans une Volkswagen, une Seat, une Skoda et une Audi. Mais revenons à votre voiture. Disons que votre budget est de 15 000 €. Vous auriez le choix chez Nissan entre le Juke et le Qashqai, avec le 1.5 litre ou le 1.6 litre DCI. Chez Audi, la A4 est à 600 break et le Q3 et Q5 en SUV, avec par exemple le 2 litres TDI. Et chez Renault, vous auriez le choix entre la Clio Break, la Mégane Break, la Talisman Break et en SUV, le Kadjar ou le Captur, avec comme moteur 1.5 litre, 1.6 litre et 2 litres DCI. Si les plus petits SUV et break de cette liste n'offrent pas assez de place à votre goût, il vous reste alors le Nissan Qashqai, l'Audi A6 et le Q5, ainsi que la Talisman et le Kadjar chez Renault. Maintenant que cette liste est réduite à 4 ou 5 choix, on passe aux options. Quelles sont les options indispensables pour vous et celles qui sont préférables? La caméra de recul, la clim et le cruise control peuvent être indispensables pour vous, alors que le toit panoramique, Apple CarPlay et les sièges en cuir sont secondaires. Voilà, maintenant vous connaissez la marque, le moteur et les options, c'est fini. Non, pas vraiment, mais presque. Pour chaque modèle, il va falloir chercher les problèmes communs sur des forums, des articles, des avis, etc. Par exemple, les points où se forme de la rouille, les pièces à changer avant un certain kilométrage sous peine de casse. Un exemple concret, si dans cette liste une Audi avec le 2 litres TDI vous intéresse le plus, alors juste sur le moteur il y a beaucoup à apprendre. Malgré une appellation similaire, il y a plusieurs variantes de ce moteur, en 2008, 2012, 2014 et 2015. Et la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous, avec des problèmes de turbo, de fuite d'huile, de filtre à particules par exemple. Ensuite, je vous conseille de séparer les prix en deux catégories, les professionnels et les vendeurs particuliers. Vous verrez que les professionnels sont souvent un peu plus chers, même si ce n'est pas toujours le cas, mais qu'ils offrent beaucoup plus de choses. La garantie, l'entretien, le contrôle technique et peut-être même le café. Ouais, il reste une question dont on n'a pas parlé, c'est le kilométrage. Alors le kilométrage, c'est une barrière psychologique, parce que je vais vous le dire, mais une voiture de 250 000 km n'est pas forcément moins bien qu'une voiture avec 125 000 km. Mais encore une fois, vos recherches vous permettront de savoir si le véhicule qui vous intéresse a tendance à casser à un kilométrage donné. Une chose pour laquelle le kilométrage est très important, c'est la revente. En effet, vu que beaucoup d'acheteurs ont cette barrière psychologique de kilométrage, votre voiture sera peut-être beaucoup plus difficile à revendre en fonction de son kilométrage. Mais bonne nouvelle, vous avez déjà calculé les kilomètres que vous effectuez par an. Il vous suffit juste de faire le calcul sur cette période donnée, ici 4 ans, et calculer la décote prévisionnelle. Pour prendre notre exemple, vous avez décidé de ne pas acheter un véhicule avec plus de 100 000 km. Étant donné que vous parcourez déjà 20 000 km par an, sur une période de 4 ans, ça veut dire que vous comptez ajouter 80 000 km à ce véhicule. Ce qui vous met donc en dessous des 200 000 km à la revente, même si vous parcourez plus de routes que prévu. Prenons le Qashqai 1.5 litre DCI. Si vous achetez pour 15 000 € en 2017, avec les options que vous désirez, il vous suffit de rechercher un de 2013 avec 80 000 km de plus, et à peu près les mêmes options pour savoir combien le vôtre vaudra dans 4 ans. Dans ce cas, il vaudra en moyenne 5 000 € de moins. Ce n'est pas une science exacte, parce que beaucoup de facteurs entrent en jeu. Mais si vous êtes doué à ça, vous pourrez perdre le moins possible, et même parfois revendre plus cher. Par exemple, mon beau-frère a acheté une Toyota Avensis chez un vendeur professionnel, avec 1 an de garantie à un prix tellement bas qu'il aurait pu la vendre 1 an plus tard plus cher. En fait, le vendeur avait repris le véhicule à un client, et par manque de place, il devait s'en séparer le plus vite possible. Et c'est là qu'on est arrivé en premier. Maintenant que vous avez réduit le choix à 2 ou 3 modèles maximum, vous êtes prêt à aller voir des voitures. Suite à notre choix de rester en dessous des 100 000 km dans cette liste, il n'y a plus d'Audi dans le budget. Il reste donc le Nissan Qashqai, la Renault Talisman ainsi que le Kadjar. Étant donné que le Kadjar et le Qashqai sont similaires en termes de châssis, de motorisation et d'options, le choix est une affaire de préférence. Pour rappeler, vous connaissez maintenant le modèle, le prix, les options ainsi que les problèmes communs. Cela semble beaucoup moins intimidant d'inspecter ces véhicules maintenant. Si vous êtes avec un garagiste ou un expert, pas besoin d'aller voir 10 voitures. Et même seul, il est plus simple de discuter avec le vendeur, faire une inspection et savoir si le prix est justifié ou non. Il est aussi plus simple de négocier en prenant en compte la marge du vendeur et les frais à venir. Pensez-vous aussi qu'il soit plus simple de faire confiance à un vendeur, maintenant que vous avez tous ces éléments à votre disposition? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez acheter une voiture et éviter les erreurs, j'ai créé un guide qui regroupe les 5 erreurs les plus fatales et comment les éviter. Vous pouvez le télécharger gratuitement, juste ici, ou avec le lien en description. Et sur ce, à très vite.